Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour à tous, bienvenue au Centre des Arts donc pour cette séance consacrée à la partie de Peter Sellers. Alors c'est dans le cadre, donc, vous avez vu, du festival Play It Again, qui est un festival qui valorise le cinéma de patrimoine dans toute la France, organisé par l'ADRC. Et puis donc vous avez dû voir l'affiche juste avant, le thème du festival c'est que la fête recommence. Et donc ce film était, je pense, tout à fait indiqué, puisque c'est The Party, donc on va y avoir une sacrée fiesta. C'est un film donc, qui date de 1968, enfin tourné en 67, réalisé par Blake Edwards. Alors Blake Edwards, vous avez peut-être vu certains de ses films, c'est quand même le plus connu. Il a réalisé notamment aussi les films de la série de la Panthère Rose, dont sont issus les fameux dessins animés avec la Panthère Rose. Mais dans ces films-là, il n'y a pas de Panthère Rose. Voilà, ce sont des films qui suivent les aventures de l'inspecteur Clouseau, interprété également par Peter Sellers, que vous allez retrouver ici. Alors, Blake Edwards, c'est un réalisateur plutôt identifié dans le domaine de la comédie. Il a commencé à tourner à la fin des années 50. C'est quelqu'un qui est né dans le milieu du cinéma. Son père était acteur, producteur. Et donc, c'est quelqu'un qui connaissait en fait l'environnement de travail de Hollywood depuis l'enfance. Il a commencé par faire un peu de jeu d'acteur dans les années 40 et il a surtout commencé à travailler dans les années 50 dans le milieu de la télévision et entre autres avec un réalisateur assez important qui s'appelle Richard Quinn, qui est un réalisateur de comédie musicale, dont je pense certains s'en souviennent puisqu'il avait réalisé Ma sœur et du tonnerre qu'on a passé avec Charlotte Garçon. Voilà. Puis il a fait d'autres films bien sûr. En tout cas, Blake Edwards, lui, donc c'est quelqu'un qui a un goût très prononcé pour le burlesque. En fait, il aime beaucoup Chaplin, Keaton et notamment Laurel et Hardy, et ça va se retrouver donc dans ce film. C'est une des influences. Et il commence à tourner donc à la fin des années 50. Je crois que son premier film c'est Opération Jupon, donc avec Cary Grant et Tony Curtis. Et puis il va tourner donc plutôt des comédies, mais aussi des drames. Il y aura un film assez connu avec Audrey Hepburn qui s'appelle Breakfast at Tiffany's. Et puis du Vin et des Roses et quelques autres, mais surtout donc des comédies. Je vous ai cité donc la série des Panthères Roses qui commence en 64-65. Va se prolonger jusqu'au milieu des années 70. Et puis, ce que je peux vous citer, entre autres, ce qui est peut-être considéré comme son autre chef-d'œuvre, à part The Party, qui est Victor Victoria, au début des années 80, avec Julie Andrews, si je ne dis pas de bêtises, et qui est un très très bon film, et qui le place un petit peu dans la filiation de Billy Wilder, quoi. Alors, justement, par rapport à ça, Blake Edwards, c'est vrai qu'il a souvent été un peu déconsidéré, sous-estimé. On le considère un peu comme une sorte de sous-Billy Wilder, parce qu'il venait après, et puis qu'il avait une façon d'aborder les films un peu, qu'on considérait, qu'on trouvait un peu peut-être trivial ou trop légère. Je pense que il faut le réévaluer, le revoir. En tout cas, The Party il se détache un peu de sa filmographie et a toujours été considéré quand même comme un très grand film. Alors dedans, oui, je disais, donc il y a Peter Sellers qu'on voit ici à gauche sur l'affiche, très grand acteur anglais que vous avez peut-être déjà vu. Qui lui était un comique de la radio en Angleterre, très populaire, extrêmement doué pour les imitations, et vous allez voir ici donc son imitation d'un acteur indien, et il va tourner dans des comédies anglaises dans les années 50, et puis il va aussi commencer à tourner aux États-Unis au début des années 60, notamment avec Kubrick. Vous l'avez peut-être vu dans Lolita, et puis aussi probablement dans Dr Folamour, je crois que c'est en 63-4, quelque chose comme ça, où il joue le rôle du savant fou nazi, vous savez, dans le fauteuil roulant. Donc c'est des rôles assez marquants, et il les joue toujours avec une certaine gourmandise, j'ai envie de dire. Donc voilà, très très grand acteur, et il y avait vraiment une alchimie qui était à l'œuvre avec Blake Edwards, puisque tous les deux ont fait un très grand nombre de films, si on compte La Partie et puis les nombreux films de la Panthère Rose, il y en a 4 ou 5. Donc une alchimie, mais ponctuée d'étincelles, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quand même souvent aussi quelques petits conflits. Alors le film est tout à fait singulier.
pour plusieurs raisons. C'est un film qui, à l'origine, était censé être muet. Je vous disais que Blake Edwards aimait beaucoup le cinéma burlesque muet, ce qu'on appelait le slapstick. Et donc il avait un scénario très très maigre qui faisait à peine 60 pages, ce qui est très peu pour un long métrage bien sûr. Et c'était un film donc qui... peut-être on en reparlera après la séance si vous restez, mais qui a été grandement improvisé au jour le jour sur le tournage. Et donc je disais ça devait être un film muet quand il était à l'état de projet. Et Blake Edwards prévoyait même d'insérer des cartons à l'ancienne, etc. Donc il y a vraiment ce désir de s'inspirer de cette époque du cinéma. Ce que je peux vous dire d'autre avant d'entamer le film, oui, c'est tout simplement, et ça je pense qu'il faudra en reparler après la séance, mais c'est tout le contexte de l'époque, parce que 68, il n'y a pas qu'en France que ça résonne, évidemment, mais aux États-Unis, on est dans une décennie, bien sûr, les années 60, où il y a beaucoup de bouleversements politiques, culturels, sociaux, tout ce que vous voulez. Et du côté, on va dire, social, politique, évidemment, il y a toute cette contre-culture, cette contestation, notamment de la guerre du Vietnam, toute cette jeunesse qui se mobilise, tout le mouvement hippie. Là, le film est tourné en 67, je crois que c'est l'année du Summer of Love, enfin ce genre de choses, vous voyez, qui va infuser dans le film, vous allez le voir. Et puis, voilà, à peu près de ce côté-là. Ce que je voulais ajouter, c'était que, évidemment, Hollywood lui-même est en transition. Le cinéma hollywoodien de l'âge d'or, des studios, si vous voulez, avait commencé déjà à décliner dans les années 50, mais dans les années 60, ça devient vraiment très problématique. Les grands studios n'arrivent plus à produire des gros films à succès. Et donc il y a des tentatives assez spectaculaires comme Cléopâtre, qui fait partie de ces très gros films à très gros budget et qui ont été des très gros échecs. Je veux dire en termes de retour d'investissement, quoi. Et donc le modèle hollywoodien classique ne fonctionne plus, et on arrive à un moment où Hollywood va finir par se tourner vers de jeunes cinéastes qui vont donner naissance à ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, donc à partir à peu près de ces années-là, jusqu'à toutes les années 70. Et là, on est vraiment au tout début. Donc, The Party compte parmi ces films qui sont fondateurs du nouvel Hollywood, avec cette volonté des cinéastes, de jeunes cinéastes, de faire des films autrement. Un petit peu dans la continuité, si vous voulez, de ce qui s'était fait en Europe avec la nouvelle vague, c'est-à-dire d'essayer de parler de la réalité telle que les gens la vivent au quotidien et qui ne se retrouvent plus dans les films. Quand vous allez voir Cléopâtre, évidemment que ça ne parle pas des émeutes dans les facs américaines, quoi. Donc il y a quand même ce contraste qui devient d'une certaine manière pas intenable, mais en tout cas qui crée un vide et qui demande en fait qui fait que les jeunes cinéastes veulent parler de ce qu'ils vivent, de leurs problèmes, de leurs espoirs, etc. Il y a Easy Rider de Dennis Hopper qui doit sortir en 68, quelque chose comme ça. Il y a Rosemary's Baby de Polanski qui va renouveler complètement le cinéma d'horreur. Il y a beaucoup d'autres films. Il y a Bonnie and Clyde notamment d'Arthur Penn qui fait partie des cinéastes les plus contestataires de l'époque. Et puis après, il y aura tous les fameux barbus d'Hollywood que sont Martin Scorsese, Coppola, George Lucas, Spielberg, etc., qui viendront un petit peu après quand même, et qui seront des cinéastes plus cinéphiles quand même aussi, quoi. Mais là, on a un cinéaste cinéphile, en la personne de Blake Edwards, puisque je vous disais que c'était inspiré donc, du cinéma muet burlesque. Et donc, donc dans ce contexte-là, le film a une signification, et bon, peut-être il faudrait d'abord le voir et effectivement en reparler après, si vous le voulez bien. Donc vous allez pouvoir l'admirer dans une très très belle copie restaurée. Et la musique est d'Henri Mancini, donc il y en a pour les yeux et pour les oreilles. Très bonne projection, et j'espère aussi que le film vous fera rire. Voilà. Bon, prochaine fois, j'amène la mousse au Centre des Arts. Moi, j'aurais bien envie d'avoir sa voiture, en tout cas. Je sais pas si ça existe encore. Alors, en parlant de mousse, d'ailleurs, petite anecdote pour
pour commencer, en fait, apparemment, pour amener toute cette mousse, en fait, ils ont fait appel aux pompiers de l'aéroport de Los Angeles. Et donc, c'est de la mousse d'extincteur. Le problème, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, mais parfois, il y a des personnages qui plongent dans la piscine. Et la mousse d'extincteur, le problème, c'est que ça enlève tout l'oxygène. Donc, quand ils ressortaient de la piscine, en fait, ils sortaient la tête dans la mousse et ils n'arrivaient pas à respirer. Donc, ils sont passés à côté de quelques catastrophes. Il y a 2-3 personnes qui ont failli défaillir. Enfin bon, voilà. Donc, c'était quand même un tournage dangereux. Ça n'a pas l'air, mais voilà. Ce que je voulais peut-être dire par rapport à ce film, par rapport au tournage, reprendre. Enfin, il est quand même très spécial ce film parce qu'au fond, il se passe pas grand-chose. Enfin, en termes d'histoire, de narration classique, quoi. Évidemment, je vous disais, le scénario tenait sur 60 pages. Et donc, il a été développé au fur et à mesure. C'est un film qu'on voit un peu comme une sorte d'expérience, quoi. Le truc se déroule au fur et à mesure, on est pris dedans. Et ça, c'est assez typique de l'époque. Le côté d'aller voir un film comme une expérience nouvelle, comme on pouvait aller voir dans un tout autre genre, je sais pas, 2001, l'Odyssée de l'espace, quoi. C'est certes un grand film, mais les gens en parlaient comme d'une expérience, voilà, éprouvée. Je trouve que le film, d'une certaine manière, avec son rythme assez lent, mais qui finit quand même par nous emporter avec, voilà, et nous entraîne dans une dimension un petit peu particulière. Par rapport à ça, oui, donc le film a été fait plus ou moins au jour le jour, et c'est important de dire que le réalisateur, finalement, s'est offert le luxe d'arriver sur le tournage le matin et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va tourner aujourd'hui. C'est pas du tout quelque chose qu'on fait d'habitude dans les films hollywoodiens, ni à l'époque, ni aujourd'hui, parce qu'un tournage, ça coûte très cher, et donc on planifie au maximum, quoi. Et donc le fait de se dire qu'on va faire un film quand même hollywoodien, avec quand même un certain budget, et de pas du tout planifier donc le tournage sur plusieurs semaines, en se disant exactement ce qu'on va tourner tel jour, c'est tout à fait gonflé, quoi, quand même pour l'époque, ça a donné quand même un résultat assez extraordinaire, puisque l'improvisation, on peut se dire, ça aurait pu partir dans le n'importe quoi, ce qui est aussi une dimension du film importante, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous voyez bien que les gags sont extrêmement millimétrés, quoi. Je veux dire, tout est vraiment comment dire, très très précis, en fait, dans la mécanique des gags. Il y a un timing qui est certes très lent, mais qui est quand même extrêmement bien construit. Et donc ça, pour arriver à ça, il faut avoir bien en tête que voilà, il y a vraiment ce premier code qui est cassé, qui est celui effectivement de la planification du tournage en amont, et qui a permis d'aboutir à ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le tournage, finalement, d'habitude, les acteurs viennent tourner leur scène parce qu'effectivement, c'est planifié, ils viennent tel jour, ils reviennent tel jour, ils reviennent une semaine après, etc. Tandis que là, c'était au fur et à mesure, et effectivement, sur le plateau, les acteurs qui ne tournaient pas souvent restaient derrière la caméra pour voir ce que les autres faisaient. Donc il y avait une sorte d'émulation, quoi, dans l'équipe de tournage, parce que tout le monde était intéressé par la création au quotidien, quoi. Et ça, c'est hyper important. Une autre dimension importante, c'est le côté technique qu'on ne voit pas ici, mais qui a permis aussi au film de se faire d'une manière aussi précise. C'est que normalement, à l'époque, évidemment, les films étaient tournés en pellicule, donc quand on tournait des prises, il y a une script qui notait, donc telle prise est bonne, hop, on va la tirer, on l'envoie au labo, et le labo développait dans la journée, et le soir, on allait en salle de visionnage pour voir les rushs, donc le réalisateur et puis ses chefs de poste, et ils pouvaient voir le soir ce qu'ils avaient tourné la journée. Donc s'il y a des choses qui n'allaient pas, il fallait les retourner le lendemain ou plus tard, donc c'était un processus quand même assez qui pouvait être compliqué, même si on faisait très attention, voilà, de tourner ce qu'on avait planifié, mais il pouvait y avoir des erreurs. Et là, en fait, la nouveauté à cette époque sur ce film, c'est que Blake Edwards a réussi à faire installer une caméra vidéo à côté de la caméra pellicule pour pouvoir filmer donc en vidéo en direct ce qui était filmé en pellicule, et de pouvoir revisionner immédiatement, ce qui aujourd'hui est quelque chose d'absolument banal puisqu'on tourne direct en numérique. Mais à l'époque, c'était une nouveauté, et donc la difficulté, c'était de pouvoir aussi aligner correctement les deux caméras
pour avoir exactement la même image, pour obtenir une précision, de savoir exactement ce qui était dans le cadre, et de pouvoir le revisionner. Et donc ils avaient, à l'époque, c'était pas les magnétoscopes que vous avez connus peut-être, ou de la taille d'un lecteur DVD, vous voyez, c'était des magnétoscopes qui étaient gros comme des énormes frigidaires, quoi. C'était des trucs, voilà, des gros coffres. En tout cas, ça a été extrêmement utile pour pouvoir comment dire, avoir une idée tout de suite du résultat et la corriger ou la compléter tout de suite, quoi. Et c'est un élément, je pense, déterminant qui a permis au film de se construire, qui a posé quelques problèmes au début parce que Peter Sellers, quand il a vu qu'il pouvait voir immédiatement sur un écran, il est resté des heures en fait dans la pièce à demander à ce qu'on lui repasse ses rushs. Donc c'était un petit peu le problème. Mais bon, après voilà, ça s'est bien passé. Et c'est une technique qui a été développée, je crois, après par Panavision. Enfin, en tout cas, Coppola, par exemple, l'a repris, me semble, sur Le Parrain, enfin en tout cas sur ses films suivants. Puis après, c'est devenu une norme à Hollywood parce qu'effectivement, c'était d'une aide capitale, quoi. Après, ce que je peux vous dire sur le film, oui, au niveau des influences, évidemment, je vous avais dit avant la projection que le Blake Edwards était très influencé par le cinéma muet. Le film devait être muet. Et d'ailleurs, il y a des séquences où en fait, on les voit parler et en fait, le son est coupé. Pour créer un effet, bien sûr, mais là on a vraiment une idée peut-être de ce que le film aurait pu être, c'est-à-dire entièrement muet. Donc il y a l'influence du slapstick, de Laurel et Hardy, avec je ne sais pas si vous avez en tête certains films de Laurel et Hardy, mais il y a quand même pas mal de courts-métrages où ils utilisent cette technique du gag qu'on appelle le slow burn, en fait, c'est-à-dire que que ça met du temps en fait à se construire. Et c'est dans la durée en fait que le gag va de plus en plus loin dans les destructions, parce que c'était un peu leur spécialité quand même, Laurel et Hardy. Et je trouve que dans ce film, il y a un petit peu ça. Moi, la scène que j'adore quand il va aux toilettes, quand il arrive enfin à aller aux toilettes, et qu'en fait, il y a catastrophe sur catastrophe, et ça n'arrête pas de continuer, de se construire, etc. La chasse d'eau qui fuit, le rouleau de papier toilette, le gag génial, le truc qui se déroule à l'infini. Enfin bref. Donc ces choses-là sont issues directement de l'héritage du muet. Et en cela, c'est intéressant parce que, je vous disais, c'est un cinéma qui arrive, donc qui est au début du nouvel Hollywood, hein, donc un cinéma qui veut casser les codes, mais qui quand même va avoir une dimension cinéphile et s'inspirer de ce qui a déjà été fait à Hollywood précédemment, quoi. Et il y a une autre influence peut-être qu'on décèle moins, mais qui est française. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais oui, bravo, c'est Jacques Tati. Je ne sais pas si vous avez vu Mon oncle. C'est ce film où Monsieur Hulot, donc interprété par Jacques Tati, rend visite à sa sœur, je ne sais plus. Enfin bref, donc il se retrouve dans une maison de la haute bourgeoisie et qui est une maison moderne avec plein de gadgets, et évidemment lui qui est plutôt issu d'une France un peu anachronique, un peu vieillotte, quoi, à l'ancienne. Évidemment, ça donne lieu à plein de gags parce qu'il y a cette différence en fait de temporalité, de technologie, etc. et d'absurdité en fait de la technologie dans la maison, enfin voilà, qui produit beaucoup de gags. Donc ça c'était, je pense, intéressant de le noter. Et puis enfin peut-être, je sais pas si vous avez des remarques à faire tout de suite sur le film, n'hésitez pas à m'interrompre. Mais oui, je voulais juste redire un mot sur ce que j'avais amorcé avant la projection, qui était sur le contexte. Je vous avais évoqué le fait qu'on était évidemment dans les années 60, donc vous avez vu un petit peu dans ce film toutes les références à la jeunesse, au hippie qui débarque avec son éléphant, etc. Donc on a toute cette dimension-là, toute cette construction du film en fait qui va vers un renversement total, en fait, c'est-à-dire que tout est mis en l'air, etc. Au début, en fait, c'est la soirée complètement guindée, en fait, de la haute société hollywoodienne, et puis ça se termine par la prise de pouvoir des jeunes, hein, finalement, qui foutent tout en l'air, avec la mousse qui envahit tout. Il y a cette idée, en fait, que de prise du pouvoir par les jeunes, de renversement, et puis d'une certaine manière, symboliquement, de destruction du vieil Hollywood, quoi. Alors, c'est donc, je vous disais, un des films qu'on peut placer comme étant fondateur ou précurseur du nouvel Hollywood. Je vous avais cité quelques autres films. Il y a
un film avec lequel c'est intéressant de comparer la partie, c'est Le Lauréat de Mike Nichols. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film de 67, je crois, Le Lauréat, avec Dustin Hoffman. Alors donc, brièvement, pour ceux peut-être qui ne l'auraient pas en tête, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce film où il y a un jeune homme en fait de bonne famille qui rentre chez lui après ses études, et puis donc ses parents vivent dans la banlieue cossue en Californie, je ne sais plus quelle ville, Los Angeles sans doute, et ils ont tout prévu pour son avenir. Donc lui en fait, si vous voulez, il a une espèce de problème, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, mais ses parents et tous leurs amis ont déjà tout prévu pour la suite, quoi. Son avenir est programmé. Il est au centre de la société, il a la bonne place, il est dans la partie aisée de la société. Bref, il n'a pas de raison de se plaindre, et pourtant ça ne va pas, parce que effectivement, il est un peu pris pour un pantin, enfin quelque chose qu'on programme. Et c'est pas ce qu'il veut. Il va passer le film, si vous voulez, d'une certaine manière, à essayer de sortir de cette programmation qu'on a fabriquée pour lui. Et donc, d'une certaine manière, sortir du cadre. C'est une idée assez importante par rapport au film, dont parle très bien d'ailleurs Jean-Baptiste Thorey dans son livre sur les années 70. Mais donc cette idée que le personnage qui appartient au white anglo-saxon protestant, enfin voilà, cette classe dirigeante et centrale aux États-Unis, et qui a envie de sortir de ce cadre-là. Et il faut l'entendre au sens littéral, c'est-à-dire quitter en fait ce milieu social, mais au sens métaphorique, c'est-à-dire quitter le cadre du film. C'est-à-dire que ça se traduit littéralement dans le film par une envie en fait de s'échapper. Au début, il y a des séquences où il est presque littéralement agressé par tous les amis de ses parents qui viennent lui dire « faut que tu fasses ça plus tard, faut que tu te maries avec un tel, etc. » Et à la fin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il enferme tout ce monde-là dans une église. Et il s'en va avec la jeune femme dans un bus, et donc il quitte littéralement en fait la scène après l'avoir verrouillée, quoi. Donc il y a cette envie de sortir de ce conservatisme en fait, hein, c'est ça, hein, tout simplement, de ce truc qui est morbide au fond, quoi. Et là, ce qui est intéressant, je vous raconte tout ça parce que dans la partie finalement c'est presque l'inverse, quoi. C'est-à-dire que vous avez ce personnage de Bakshi, l'Indien, qui lui en fait n'est pas du tout au centre de la scène, au centre du cadre, mais qui va chercher à y rentrer. Il a vraiment le désir profond d'appartenir de réussir dans le cinéma, d'être un acteur qui réussit, et d'occuper le centre de la scène, d'être sous les projecteurs, d'être au milieu du cadre. Et je trouve qu'on le voit très bien, par exemple, sur la séquence du début. Vous vous souvenez, le tournage du film c'est un remake de Gunga Din, je crois, donc qui est censé se passer en Inde, effectivement, et avec ce clairon qu'il est censé sonner, mais brièvement, parce qu'il n'est qu'un figurant. Mais en fait, il ne peut pas s'empêcher de continuer. Et c'est complètement absurde en fait comme gag, mais de cette manière en fait il force la caméra à rester sur lui, et il force même en fait toute l'action de la séquence à se détourner sur lui, parce que tout le monde finit par le tirer dessus pour essayer de se débarrasser de lui, ce qui est assez drôle. Et tout ça va jusqu'à en fait de gaffe en gaffe, jusqu'à littéralement faire exploser le fameux fort qui est donc un dynamitage en règle du film, et c'est vraiment symboliquement le fait de dynamiter en fait le type de cinéma qu'Hollywood faisait à l'époque, parce que c'était vraiment le grand spectacle avec plein de figurants, un truc historique, etc. Mais complètement dépassé et complètement déconnecté en fait de la réalité de ce qui se passe en Amérique et qui comptait pour les gens, quoi. Et donc cette séquence-là, évidemment, elle est programmatique par rapport à ce qui va se dérouler dans la suite, où il va être invité par erreur donc dans cette soirée, où en fait il n'aura de cesse de provoquer des catastrophes jusqu'à la fin, où finalement la maison est complètement sans dessus dessous, quoi. Donc il y a alors ce qui est très beau aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout de malveillance de sa part. C'est ça qui est drôle avec le personnage, c'est qu'en fait il pourrait avoir envie de se faire une place en tant que marginal
comment dire, en gardant son identité, voilà. Mais en fait, ce qu'on voit au début, c'est qu'au contraire, il essaie en fait de s'intégrer en essayant d'adopter en fait les coutumes de cette haute société. Il n'arrête pas d'essayer de se comporter bien comme tout le monde, quoi. Ce qui est chose sur laquelle il échoue lamentablement, évidemment, à chaque fois. Mais c'est le fait de vouloir justement bien se comporter, d'imiter voilà, les coutumes de cette haute société, qui fait qu'il va finir par la subvertir, quoi. Et moi, je trouve ça vraiment... c'est un personnage très attachant, finalement, qui est aussi un peu comme chez Tati, un personnage très enfantin, évidemment. Et la fin est très belle, parce que enfin, oui, il est vraiment comme un... Bon, d'ailleurs, il a toujours ce sourire un peu de gamin, je me souviens à table, où quand il demande au serveur bourré, en fait, d'aller enlever l'espèce de caille, c'est ça, qui a atterri sur la couronne de l'invité en face. Enfin, il a quand même un petit sourire de gamin espiègle, quoi. Donc, ouais, je trouve que c'est un personnage extrêmement attachant. Après, c'est vrai que dernière chose, peut-être, il y a un regard contemporain sur le film il y a certaines voix qui se sont élevées pour dire que, bon, quand même, aujourd'hui, c'est un peu embêtant d'avoir un acteur blanc qui, finalement, s'est déguisé en indien avec du cirage et tout, quoi, enfin, du maquillage. Parce qu'il y a le problème du blackface que vous connaissez, de ces acteurs blancs qui se grimaient en noir et qui se moquaient en fait des Afro-Américains, ce truc terrible, quoi, qui étaient des parodies racistes, quoi. Et donc là, on a reproché à Peter Sellers d'avoir fait un brown face, quoi. Voilà. Bon. C'est le cas, mais moi je trouve pas qu'en fait il se moque en fait du personnage d'Indien, en fait, dans le sens où je trouve que le personnage est au contraire, il y a comment dire, une sorte de pas de bienveillance par rapport à ça, mais il n'y a pas de moquerie, quoi. Enfin, je veux dire, déjà on rit avec lui, et c'est pas du tout. C'est pas d'ailleurs, c'est pas. Il fait la même chose avec l'inspecteur Clouseau dans La Panthère Rose, qui est un inspecteur donc français complètement stupide mais hyper prétentieux. Donc en fait, il nous brocarde quand même pas mal en tant que Français, parce que bon, il y a un petit peu cette dimension prétentieuse parfois et qui peut être moquée. Mais voilà, après, de toute façon, le but, c'est d'utiliser ça pour subvertir autre chose, quoi. Donc, dans ce sens-là, moi, ça me choque pas. Je sais pas si ça vous a choqué. Bon, la première fois que je l'ai vu, ça m'est pas venu à l'esprit, hein, mais voilà. Donc. À la fin, je crois que dans la chambre, il dit une phrase, c'est Divo qui vient lui dire arrêtez de jouer, je sais pas quoi, puis il dit nous les Indiens on joue pas, on est... Et il y a un moment il sort une phrase comme ça pour dire, ouais. Presque, d'ailleurs tous les gens du peuple, c'est pas uniquement les Indiens, ouais. C'est de dire non, bah nous on joue pas, on vit comme ça et on est... Enfin en gros on est mieux que vous, quoi, finalement. Oui. Je pense qu'il y a une naïveté et puis il y a une sincérité absolue, quoi, dans le personnage. C'est c'est comme un gamin, en fait. Enfin, je sais pas, il comprend pas les codes et ouais. Bah, quand il essaie, comme on le voit, moi c'est ce qui m'a fait penser à Tati, c'est de le voir déambuler et d'être le spectateur finalement de cette société. Comme ça, nous on est aussi spectateurs et on voit de loin. En général, c'est quand il a fait une connerie et qu'il va se cacher en fait à l'autre bout de la maison. Voilà. Donc oui, mais effectivement, et ça nous associe, nous, effectivement. Et ce serveur là qui finalement est ivre, on se dit, il fait ça tout le temps, en fait. Enfin, c'est un peu choquant, enfin un peu pathétique, quoi, de se dire, il a pas l'air très heureux. Non, mais en même temps, lui aussi, il participe de la subversion de la soirée, finalement. Et c'est quand même un des personnages d'alcooliques, je trouve, les plus drôles de l'histoire du cinéma. Je trouve vraiment super. Et puis c'est complètement... En plus, il y a un côté complètement immoral, puisque à la fin, il s'en sort très bien. Et puis il finit avec une femme, bon voilà, qui sont tous les deux alcooliques. Et ils ont l'air de bien s'entendre. Et puis bon, pourquoi pas, quoi. Enfin voilà. Donc. Un peu Laurel Hardy d'ailleurs, lui avec le cuisinier, quand derrière il se impressionne de voir les. Ah bah oui, ça.
quand il est... Ces deux acolytes qui s'aiment bien finalement, puis qui n'arrêtent pas de se... Oui, bah le côté quand il l'étrangle, ça c'est vraiment typique du cinéma muet, du genre slapstick, quoi. Laurel et Hardy, il y en a toujours un qui commence à étrangler l'autre parce qu'il a fait une bêtise, etc., quoi. Donc oui, ça tout à fait, ça vient de là, ouais, complètement. Donc voilà pour deux parties. Si le film vous a plu, moi je vous invite à découvrir peut-être la série de La Panthère Rose si vous ne l'avez pas vue, parce que, alors peut-être pas le premier, parce qu'en fait c'est un peu étrange, mais le premier Panthère Rose, alors Panthère Rose en fait c'est le nom d'un diamant qui est volé dans le film, et dans toute l'intrigue, voilà, il y a un personnage d'inspecteur qui est joué par Peter Sellers qui vient enquêter, mais qui est pas le personnage central. Et en fait, il a tellement plu en fait au public et puis aux réalisateurs qu'ils ont décidé de centrer le film suivant sur lui. Donc à partir de l'épisode 2, alors par contre je me souviens plus très bien, les titres je les mélange tous parce qu'il y a le retour de la Panthère Rose, après il y a la Panthère Rose sans mêle, enfin tous les titres pour moi sont un peu compliqués, mais vous prenez une filmographie, vous regardez et puis vous allez retrouver. Mais le deuxième est vraiment génial, et puis ça doit être le quatrième, qui s'appelle Pink Panther Strikes Again, je crois, qui est extraordinaire parce que c'est une sorte de parodie des James Bond en fait. Les Panthères Roses sont très appréciés dans la cinéphilie, mais je trouve assez sous-estimés en fait. C'est vraiment des films d'une très grande qualité, quoi. Merci d'être venu et bonne soirée.